Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon. On est toujours au XVIe siècle, mais on est toujours au temps des grandes découvertes, mais cette fois-ci on va rester en Europe avec cette leçon humanisme, réforme et conflits religieux au XVIe siècle. On va commencer par travailler sur un phénomène qui se passe donc à cette époque-là, au XVIe siècle. Et c'est un grand bouleversement culturel qui va porter un nom qui est très révélateur. C'est ce phénomène qui s'appelle la Renaissance. La Renaissance, c'est un phénomène qui est à la fois culturel, qui est à la fois scientifique, technique, qui est né en Italie et qui petit à petit va se répandre en Espagne, va se répandre en France, va se répandre dans le nord de l'Europe. L'endroit où nous allons nous situer plus précisément aujourd'hui se trouve en Italie justement, dans la ville qui est devenue la capitale aujourd'hui, qui s'appelle Rome, dans un endroit un peu particulier qui s'appelle le Vatican. Le Vatican, qui existe toujours aujourd'hui en 2020, c'est un petit État justement en Italie et sa particularité, c'est là qu'habite le pape. On va travailler sur une œuvre d'art qui donc se trouve au Vatican. Alors cette œuvre d'art a été faite par un artiste qui est italien, qui s'appelle Raffaello Sanzio, surnom Raphaël, qui est né en 1483, mort en 1520, donc vous voyez, il est mort à l'âge de 37 ans, ce qui est relativement jeune. Et Raphaël, dès qu'il est tout petit, commence à manifester un certain nombre de prédispositions pour le dessin. Et c'est pour ça, alors qu'il habitait donc dans un tout petit village de l'Italie, très rapidement, à l'âge donc d'une vingtaine d'années, il va être appelé à Florence, qui est l'un des foyers de la Renaissance italienne, où il va avoir un certain nombre d'œuvres commandées par des mécènes à exécuter. À la même époque, il y a le pape Jules II, qui se trouve à Rome au Vatican, qui a comme projet de reconstruire la grande cathédrale, donc la grande basilique Saint-Pierre au Vatican. Et pour montrer la puissance de l'Église catholique, il veut en faire quelque chose de très. Parallèlement, il veut aussi donc faire reconstruire ses appartements. Il va faire appel à plusieurs artistes italiens, pour la plupart justement, pour tous ses travaux. Alors l'endroit sur lequel particulièrement il veut que Raphaël intervienne, donc ce n'est pas la basilique Saint-Pierre qui là a été représentée par une gravure d'époque, mais c'est dans les appartements du pape qui sont juste à côté. Un endroit qui en fait est destiné à être la future bibliothèque du pape Jules II, qu'on va appeler la chambre de la signature. Alors pourquoi de la signature? Parce que simplement c'était là que Jules II se mettait pour signer toutes les décisions qu'il prenait en tant que chef de l'Église chrétienne catholique. Et cette grande pièce, comme vous pouvez le voir, alors si on regarde bien, donc là on a une photographie, ça c'est la taille d'une porte. Donc si vous imaginez que la porte fait à peu près 2 mètres de hauteur, vous voyez à peu près les dimensions de la pièce. Il va y avoir des 4 côtés, donc 4 fresques, c'est-à-dire des grandes peintures qui vont être réalisées à même justement le mur, qui vont représenter, donc il y a d'un côté la philosophie, d'un côté il y a la théologie, d'un côté il y a la poésie et du dernier il y a le droit. Et nous, on va travailler spécialement sur un côté. Donc, et ce côté-là, c'est celui qui se trouve à droite, donc qui est à cet endroit-là, de ce côté-là, qui va concerner la philosophie. Alors, la taille de cette fresque, donc plus précisément, elle est de 4,42 m de hauteur sur 7,70 m. Donc, si on était dans une salle de classe, je vous dirais c'est exactement comme le pan de classe qui est derrière moi où il y a le tableau. Et c'est quelque chose qui est très grand. Et donc pour la réaliser, Raphaël n'a pas pu le faire tout seul. Il a fallu qu'il se fasse aider. Lui, il s'est réservé la plus noble tâche, c'est-à-dire le fait de faire les visages des personnages qui sont là. Et il y a une dizaine de personnes qui étaient là pour faire les décors, pour faire les petits détails. Et on sait, d'après les documents qui attestent des commandes, de la commande du pape, qu'il a fallu 2 ans pour le faire. Donc il a fallu, Raphaël a exécuté ça avec ses hommes entre 1510 et 1511. Donc cette fresque représente une 60aine de personnages, donc qui sont en train de parler, qui sont en train de bavarder. Il y en a certains qui sont en train d'être à moitié assoupis, on va dire, sur des marches. Et a priori, ce tableau n'avait pas de titre puisque c'était simplement l'un des ornements justement qu'on avait dans le palais du pape. Alors, à chaque fois qu'on a une œuvre d'art, quelque chose donc qu'il est intéressant de faire, c'est de savoir justement quel est l'endroit, quel est le personnage du tableau, de la fresque que le peintre a voulu mettre en valeur justement par sa construction. Pour le savoir, pour ça, il faut tracer ce qu'on appelle les lignes directrices. Alors, normalement, on prend les 4 côtés plutôt du tableau, du rectangle. Là, comme c'est pas un rectangle, on a visé un petit peu plus bas. Et si on regarde bien à quel endroit on va arriver à cet endroit-là où il y a 2 personnages qui sont en train de parler côte à côte, qui sont au milieu, et c'est là que ça va se croiser. Donc, on commence par faire ceci.
les lignes diagonales. Après, on peut aussi tracer les lignes directrices du tableau. Si on trace les lignes directrices, on voit justement comment l'auteur a voulu organiser son tableau. Et si je trace ces lignes directrices, vous en avez ici en rouge, vous en avez en bleu. Donc, en fait, pour les tracer, il suffit de prendre une règle et de voir quels sont les traits qu'on peut tracer avec notre règle. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce sont les hommes qui sont mis en valeur. Là, les lignes directrices se coupaient ici, les diagonales du tableau se coupaient ici, les lignes directrices, à chaque fois, encadrent les hommes. Et ça permet justement de montrer qu'un point très important pour Raphaël, qui est l'auteur de cette fresque, c'est que justement, c'est l'homme qui est au centre de tout. On a une période, au XVIe siècle, où c'est justement ce qu'on appelle la Renaissance. Renaissance, ça veut dire qu'on renaît. Et on renaît de quoi? De tout ce qui avait été oublié pendant le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est Dieu qui est au centre de tout, puisque la religion chrétienne, comme je n'ai pas arrêté de vous le dire depuis le début de l'année, est au centre de la vie de tous les chrétiens, celle qui domine tout. Et quelque chose qui était un peu oublié, mis de côté, qui existait beaucoup dans l'Antiquité, c'est tout simplement le fait que c'est l'homme qui doit être au premier plan, l'homme avec un H majuscule. Et là, le fait justement sur ce tableau, donc de mettre l'homme au premier plan, ça va donner naissance justement, ça explique ce qu'est l'humanisme. L'humanisme qui justement est un mot-clé qui figure dans le titre de la leçon. Alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'on est quand même chez le pape qui est le représentant de Dieu sur la terre, mais lui-même reconnaît qu'on est dans une période où l'humanisme justement doit être placé en avant. Et l'humanisme, c'est l'homme qui doit être au centre de tout, qui est l'homme qui doit être également au centre de la connaissance. Alors si on regarde un peu plus les détails, si on prend les deux personnages qui sont tout au milieu, ils ont été identifiés comme étant deux philosophes grecs de l'Antiquité. À gauche, vous avez un personnage qui s'appelle Platon. À droite, un autre personnage qui s'appelle Aristote. Ils sont en train de discuter sans doute philosophie. Philosophie, j'ai oublié de vous préciser, c'est l'étude de la sagesse. C'est-à-dire, on travaille sur des grandes questions. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Alors, comme c'est un petit peu compliqué, vous en ferez, mais quand vous serez au lycée, en terminale. Donc, ces personnages qui sont là montrent bien que justement, le but de l'humanisme, c'est aussi que l'homme progresse dans sa connaissance. Alors, une particularité du personnage qui est à gauche, Platon. Alors, Platon, à l'époque où ça a été représenté, donc c'est-à-dire au XVIe siècle, ça a fait à peu près plus de 2000 ans que Platon est mort. Platon, on n'a aucune idée de ce à quoi il ressemble. Et c'est pour ça que Raphaël a choisi de lui donner les traits d'un personnage, mais pas n'importe quel personnage. Ce personnage, c'est un personnage qui est un personnage très important de la Renaissance, qui est tout simplement Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, vous avez donc un autoportrait qui s'est fait lui-même sur la gauche, le portrait sur la droite qui est celui du tableau qu'on étudie. Vous voyez, c'est exactement le même personnage. Alors, Léonard de Vinci, on travaillera dessus dans la troisième partie du Grand 1, mais pour résumer, c'est vraiment quelqu'un de la Renaissance, un humaniste dans le sens où justement, il va faire plein d'études de l'homme en lui-même, des études de médecine avec cette représentation de l'homme de Vitruve dont on reparlera plus tard. Il est aussi ingénieur puisque justement, il invente plein de choses comme par exemple un char d'assaut, un sous-marin, un avion, le principe de la bicyclette. Et c'est également un grand peintre, vous connaissez tous son célèbre tableau La Joconde. Et c'est comme ça que justement, on va avoir plein de références à la fois à l'Antiquité, mais à la fois à des hommes de l'époque de Raphaël. Autre référence à l'Antiquité, vous avez deux grandes statues qui sont ici sur les côtés. Donc, ce sont deux grandes statues qu'on dirait être en marbre. Il s'agit des dieux Minerve et Apollon, qui sont les dieux protecteurs des arts, de la connaissance et du savoir. Autre référence à l'Antiquité, vous avez un personnage qui est ici sur la gauche, qui a une espèce d'armure, qui a justement également donc un casque sur la tête. Et ce personnage, donc on sait que Raphaël voulait que ce soit Alexandre le grand conquérant grec qui soit représenté. Donc toutes ces références, ce sont des références à l'Antiquité. Ces références ne sont pas les seules parce que si on identifie tous les personnages qui sont là, en fait, en gros, on peut les découper en deux grandes catégories. D'un côté, il va y avoir tous ces philosophes qui sont ici de ce côté-là en vert, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent. Alors quand vous serez en terminale, vous retrouverez ces noms. Vous avez Socrate, vous avez Épicure, vous avez Averroès. Vous avez également un mathématicien qui est très connu, qui s'appelle Pythagore, que vous verrez l'année prochaine quand vous serez en quatrième. Donc je prends un petit peu d'avance. Le théorème de Pythagore, c'est A plus B au carré. Si je prends deux chiffres quels qu'ils soient, je peux développer en faisant est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Et de l'autre côté, vous avez donc justement des savants. Alors Pythagore, normalement, aurait dû partir de ce côté-là dans le jaune. Donc parmi les savants que vous avez des astronomes qui sont représentés, des géographes. Donc tout ça pour dire que sur la soixantaine de personnages qui sont là, ce sont que des célébrités qui ont apporté beaucoup pour la connaissance.
Alors, ces savants ne sont pas les seuls à être représentés. Vous avez un personnage qui est sur la droite, donc là que j'ai mis en gros plan, je vais vous montrer où il est normalement à la base. Alors à la base, il se trouvait ici, à cet endroit-là, sur la droite, là, au-dessus de l'endroit où il y a marqué Ptolémée. Et c'est l'un des seuls personnages qui semble regarder le spectateur fixement dans les yeux. Qui est ce personnage? C'est pas compliqué, c'est Raphaël lui-même qui s'est représenté. Il s'est dit, je veux me faire représenter dans le palais du pape au Vatican. Il a demandé l'autorisation au pape et le pape lui a accordé, donc il s'est lui-même représenté. Et de la même manière, comme ce que Raphaël a fait pour lui-même, comme ce qu'il a fait pour Léonard de Vinci, toutes ces personnes qui sont mortes depuis très 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 longtemps, justement Raphaël a fait exprès de leur donner des têtes de figures de personnes importantes qui vivaient à son époque, donc des artistes, des architectes, comme par exemple ici, donc vous avez là Raphaël, là vous avez un autre personnage qui s'appelle Bramante, qui en fait est l'architecte de la basilique Saint-Pierre qui est juste à côté. Donc vous allez avoir à la fois l'Antiquité qui est mélangée avec des personnes de la Renaissance. Alors on continue. Quel est le cadre de ce tableau ? Là, si on regarde, donc je vous ai mis plusieurs photos de la basilique Saint-Pierre de Rome, donc du Vatican, qui est en construction à cette époque-là. Et on regarde des hautes voûtes, on regarde justement donc des allées qui sont très 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 larges. Et on s'aperçoit qu'en fait, le cadre de ce tableau, c'est tout simplement la basilique Saint-Pierre qui est en construction. Il y a une grande coupole qui est ici au milieu qu'on devine à peine. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de vitraux. Mais là, tous ces personnages se trouvent au Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. Alors pour terminer, pour ce tableau, on est au XVIe siècle et Raphaël justement montre une nouvelle manière de peindre. Là, je vous ai montré sur la gauche une représentation qui date du plein milieu du Moyen-Âge. On est au XIIIe siècle et au Moyen-Âge, en fait, on a beaucoup de mal à représenter correctement les proportions du corps humain. Vous voyez le personnage, là, le moine qui est à gauche ici. Si on regarde bien, sa tête, elle est vraiment toute petite par rapport à ses mains. Ses pieds également sont très très grands, c'est un corps qui est complètement disproportionné. On n'arrive pas à peindre correctement les personnages, alors qu'en fait pendant l'Antiquité, les Antiques, les Grecs et les Romains y arrivaient très bien. Vous l'avez vu l'année dernière avec les statues. Également au point de vue des couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont utilisées. Et si on regarde comment sont peints les personnages, on dirait qu'ils sont immobiles, il n'y a aucune impression de naturel. Si on compare avec Raphaël de l'autre côté, il y a une multitude de couleurs, les personnages ont l'air tout à fait naturels, on dirait qu'ils sont en pleine action, on dirait presque que c'est une photographie, et surtout les couleurs sont très 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 variées. C'est la nouvelle manière de peindre de la Renaissance, en fait, on redécouvre la manière de représenter les hommes des Grecs et des Romains, donc ça explique aussi pourquoi le terme Renaissance. Dernière chose, grâce à ce tableau, on peut aussi voir qu'on fait des progrès dans la manière de représenter les choses. Justement, pour avoir l'impression que c'est une scène qui est réelle, on utilise la perspective avec quelque chose que vous avez vu quand vous étiez en art plastique avec le point de fuite, c'est-à-dire que toutes les lignes de fuite, justement, convergent vers un point qui est pile au milieu du tableau, entre nos deux philosophes qui sont ici au milieu, et ça donne vraiment une impression de réalité. Alors, pour terminer ce tableau, pourquoi a-t-il été représenté? Pourquoi Jules II a dit à Raphaël, il faut précisément que vous fassiez ceci, ceci, ceci. Il y a plusieurs choses qui veulent être mises en valeur. Donc, on a ce pape Jules II qui veut montrer justement qu'il est un homme de son temps, qui s'inscrit bien dans la Renaissance. Même si c'est le pape qui représente Dieu sur terre, il veut montrer justement qu'il est conscient qu'à cette époque-là, la connaissance est très importante et que l'humanisme est un phénomène auquel il ne peut pas se dérober. Il dit, c'est normal que maintenant l'homme soit plus instruit. Deuxième chose, redécouverte de l'Antiquité, avec justement les statues que nous avons, avec justement tous ces personnages de l'Antiquité qui sont ici rendus vivants justement par Raphaël. Et comme ça, justement, Jules II, qui est un des mécènes de Raphaël, veut montrer qu'il est un personnage très très important. Alors, dernière chose, ce tableau qui est très célèbre, ou plutôt cette fresque, comme elle a été peinte directement sur un mur, plusieurs dizaines d'années après qu'elle ait été fabriquée, donc devant son importance, on a décidé de lui donner un nom et c'est l'école d'Athènes. Alors pourquoi école? Là c'est école dans le sens où il y a plein de personnes qui viennent pour travailler sur un sujet. Et pourquoi Athènes? Parce que ça avait fait référence à quelque chose que vous avez vu quand vous étiez en 6e. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes était à son apogée, c'est-à-dire qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le gouvernement d'un magistrat qui s'appelle Périclès,
Vous l'avez vu l'année dernière quand vous étiez en 6e, il avait toujours un casque sur la tête. Donc, qui était élu magistrat plusieurs fois. Athènes s'est dotée justement d'une grande acropole sur laquelle il y avait plein de bâtiments, entre autres le temple d'Athéna qui est le Parthénon. Et Athènes justement était à la tête d'un grand empire commercial justement où elle dominait plein de cités. Et comme Athènes dominait au 5e siècle, le pape Jules II, avec ce tableau, veut montrer que c'est Rome et c'est indirectement l'Église qui va dominer au XVIe siècle. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à compléter la fiche à partir de ce que je viens de vous raconter. Je vous dis à bientôt.